Bête sur le Luberon, je restais des semaines entières sans voir âme qui vive. Seul dans le pâturage avec mon chien Labri et mes ouailles. De temps en temps, l'ermite du Mont de Lure passait par là pour chercher des simples, ou bien j'apercevais la face noire de quelques charbonniers du Piémont. Mais c'étaient des gens naïfs, silencieux à force de solitude, ayant perdu le goût de parler, et ne sachant rien de ce qui se disait en bas dans les villages et les villes. Aussi, tous les 15 jours, lorsque j'entendais sur le chemin qui monte les sonnailles du mulet de notre ferme m'apportant les provisions de quinzaine, et que je voyais apparaître peu à peu, au-dessus de la côte, la tête éveillée du petit Miaro, garçon de ferme, ou la coiffe rousse de la vieille tante Norade, j'étais vraiment bien heureux. Je me faisais raconter les nouvelles du pays d'en bas, les baptêmes, les mariages. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir ce que devenait la fille de mes maîtres, notre demoiselle Stéphanette, la plus jolie qu'il y eut à 10 lieues à la ronde. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes, aux veillées, s'il lui venait toujours de nouveaux galants. Et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire, à moi, pauvre berger de la montagne, je répondrai que j'avais 20 ans et que cette Stéphanette était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Or, un dimanche, que j'attendais les vivres de quinzaine, il se trouva qu'ils n'arrivèrent que très tard. Le matin, je me disais, c'est la faute à la grand-messe. Puis vers midi, il vint un gros orage, et je pensais que la mule n'avait pas pu se mettre en route à cause du mauvais état des chemins. Enfin, sur les 3 heures, le ciel étant lavé, la montagne luisante d'eau et de soleil, j'entendis parmi les gouttements des feuilles et le débordement des ruisseaux gonflés, les sonnailles de la mule, aussi gaies, aussi alertes qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le petit Miaro, ni la vieille Norade qui la conduisait. C'était, devinez qui? Notre demoiselle, mes enfants. Notre demoiselle en personne, assise droite entre les sacs d'osier, toute rose de l'air des montagnes et du rafraîchissement de l'orage. Le petit était malade. Tante Norade en vacances chez ses enfants, et la belle Stéphanette m'a pris tout ça en descendant de sa mule, et aussi qu'elle arrivait trop tard parce qu'elle s'était perdue en route. Mais à la voir si bien endimanchée, avec son ruban à fleurs, sa jupe brillante et ses dentelles, elle avait plutôt l'air de s'être attardée à quelques danses que d'avoir cherché son chemin dans les buissons. Oh, la mignonne créature. Mes yeux ne pouvaient se lasser de la regarder. Il est vrai que je ne l'avais jamais vue de si près. Quelquefois, l'hiver, quand les troupeaux étaient descendus dans la plaine et que je rentrais le soir à la ferme pour souper, elle traversait la salle vivement, sans guère parler aux serviteurs, toujours parée et un peu fière. Et maintenant, je l'avais là devant moi, rien que pour moi. N'était-ce pas en perdre la tête? Quand elle lui tirait les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement autour d'elle. Relevant un peu sa belle jupe du dimanche, qui aurait pu s'abîmer, elle entra dans le parc, voulut voir le coin où je couchais, la crèche de paille avec la peau de mouton, ma grande cape accrochée au mur, ma crosse, mon fusil à pierre. Tout cela l'amusait. Alors c'est ici que tu vis, mon pauvre berger. Comme tu dois t'ennuyer d'être toujours seul. Qu'est-ce que tu fais? À quoi penses-tu? J'avais envie de répondre à vous, maîtresse. Et je n'aurais pas menti. Mais mon trouble était si grand que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je crois bien qu'elle s'en apercevait et que la méchante prenait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices. Et ta bonne amie berger, est-ce qu'elle monte te voir quelquefois? Ça doit être bien sûr la chèvre d'or, ou cette fée Estérelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes. Et elle-même, en me parlant, avait bien l'air de la fée Estérelle, avec le joli rire de sa tête renversée et sa hâte de s'en aller qui faisait de sa visite une apparition. Adieu, berger. Salut, maîtresse. Et la voilà partie en portant ses corbeilles vides. Lorsqu'elle disparut dans le sentier en pente, il me semblait que les cailloux roulant sous les sabots de la mule me tombaient un à un sur le cœur. Je les entendis longtemps, longtemps. Et jusqu'à la fin du jour, je restais comme ensommeillé, n'osant bouger de peur de faire s'en aller mon rêve. Vers le soir, comme le fond des vallées commençait à devenir bleu, et que les bêtes se serraient en bêlant l'une contre l'autre pour entrer au parc, j'entendis qu'on m'appelait dans la descente, et je vis paraître notre demoiselle, non plus rieuse ainsi que tout à l'heure, mais tremblante de froid, de peur et de mouillure. Il paraît qu'au bas de la côte, elle avait trouvé la sorgue grossie par la pluie d'orage, et qu'en voulant passer à toute force, elle avait risqué de se noyer. Le terrible, c'est qu'à cette heure-là de la nuit, il ne fallait plus songer à retourner à la ferme, car le chemin par la traverse, notre demoiselle n'aurait jamais pu s'y retrouver toute seule.
Et moi, je ne pouvais pas quitter le troupeau. Cette idée de passer la nuit sur la montagne la tourmentait beaucoup, surtout à cause de l'inquiétude des siens. Moi, je la rassurais de mon mieux. Oh, je lui disais, les nuits sont courtes, maîtresse. Ce n'est qu'un mauvais moment. Et j'allumais vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe toute trempée de l'eau de la Sorgue. Ensuite, j'apportais devant elle du lait, des fromageons. Mais la pauvre petite ne songeait ni à se chauffer ni à manger, et de voir les grosses larmes qui montaient dans ses yeux, j'avais envie de pleurer, moi aussi. Cependant, la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des montagnes qu'une poussière de soleil, une vapeur de lumière du côté du couchant. Je voulus que notre demoiselle entrât se reposer dans le parc. Ayant étendu sur la paille fraîche une belle peau toute neuve, je lui souhaitai la bonne nuit, et j'allai m'asseoir de moi devant la porte. Dieu m'est témoin que malgré le feu d'amour qui me brûlait le sang, aucune mauvaise pensée ne me vint. Rien qu'une grande fierté de songer que dans un coin du parc, tout près du troupeau curieux qui la regardait dormir, la fille de mes maîtres, comme une brebis plus précieuse et plus blanche que toutes les autres, reposait confiée à ma garde. Jamais le ciel ne m'avait paru si profond, les étoiles si brillantes. Tout à coup, la claire-voie du parc s'ouvrit et la belle Stéphanette parut. Elle ne pouvait pas dormir. Les bêtes faisaient crier la paille en remuant ou bêlaient dans leurs rêves. Elle aimait mieux venir près du feu. Voyant cela, j'ai jeté ma peau de bique sur les épaules, j'activai la flamme, et nous restâmes assis l'un près de l'autre sans parler. Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors, les sources chantent bien plus clair. Les étangs allument des petites flammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent librement. Et il y a dans l'air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir, l'herbe pousser. Le jour, c'est la vie des êtres. Mais la nuit, c'est la vie des choses. Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur. Aussi notre demoiselle était toute frissonnante et se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang, qui luisait plus bas, monta vers nous en ondulant. En même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. « Qu'est-ce que c'est ?» me demanda Stéphanette à voix basse. « Une âme qui entre au paradis, maîtresse. » Et je fais le signe de la croix. Elle se signa aussi, et resta un moment la tête en l'air très recueillie, puis elle me dit « C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorcier, vous autres ?»« Nullement, notre demoiselle. Mais ici, nous vivons plus près des étoiles, et nous savons ce qui s'y passe mieux que des gens de la plaine. » Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton comme un petit pâtre céleste. Qu'il y en a, que c'est beau. Jamais je n'en avais tant vu. Est-ce que tu sais leur nom, berger? Mais oui, maîtresse. Tenez, juste au-dessus de nous. Voilà le chemin de Saint-Jacques, la voie lactée. Il va de France droit sur l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qu'il a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre aux Sarrasins. Plus loin, vous avez le char des âmes, la grande ours, avec ses 4 essieux resplendissants. Les 3 étoiles qui vont devant sont les 3 bêtes, et cette toute petite chose contre la 3e, c'est le charretier. Voyez-vous tout autour cette pluie d'étoiles qui tombe? Ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Un peu plus bas, voici le râteau ou les 3 rois, Orion. C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'en les regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé. Un peu plus bas, toujours vers le midi, brille Jean de Milan, le flambeau des astres, Sirius. Sur cette étoile-là, voici ce que racontent les bergers. Il paraît qu'une nuit, Jean de Milan, avec les 3 rois et la poussinière, la Pléiade, furent invités à la noce d'une étoile de leurs amis. La poussinière, plus pressée, partit, dit-on, la première, et prit le chemin haut. Regardez là, là-haut, tout au fond du ciel. Les 3 rois coupèrent plus bas et la rattrapèrent. Mais ce paresseux de Jean de Milan, qui avait dormi trop tard, resta tout à fait derrière, et furieux pour les arrêter, leur jeta son bâton. C'est pourquoi les 3 rois s'appellent aussi le bâton de Jean de Milan. Mais la plus belle de toutes les étoiles, maîtresse, c'est la nôtre. C'est l'étoile du berger, qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons le troupeau, et aussi le soir quand nous le rentrons. Nous la nommons encore Maguelonne, la belle Maguelonne qui court après Pierre de Provence à Saturne, et se marie avec lui tous les 7 ans. Comment, berger? Il y a donc des mariages d'étoiles? Mais oui, maîtresse. Et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces mariages, je sentis quelque chose de frais et de fin
pesait légèrement sur mon épaule. C'était sa tête alourdie de sommeil qui s'appuyait contre moi avec un joli froissement de ruban, de dentelle et de cheveux ondés. Elle resta ainsi sans bouger jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent, effacés par le jour qui montait. Moi, je la regardais dormir, un peu troublé au fond de mon être, mais saintement protégé par cette claire nuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, docile comme un grand troupeau. Et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour y dormir. De fifres qui viennent de temps en temps faire la veillée chez moi en buvant du vin cuit, m'a raconté l'autre soir un petit drame de village dont mon moulin a été témoin il y a quelques 20 ans. Le récit du bonhomme m'a touché, et je vais essayer de vous le redire tel que je l'ai entendu. Imaginez-vous pour un moment que vous êtes assis devant un pot de vin tout parfumé et que c'est un vieux joueur de fifre qui vous parle. Notre pays, mon bon monsieur, n'a pas toujours été un endroit mort et sans refrain comme il est aujourd'hui. Auparavant, ici faisait un grand commerce de meuneries, et dilué à la ronde, les gens des masses nous apportaient leur blé à moudre. Tout autour du village, les collines étaient couvertes de moulins avant. De droite et de gauche, on ne voyait que des ailes qui viraient au mistral par-dessus les pins. Des ribambelles de petits ânes chargés de sacs, montant et dévalant le long des chemins, et toute la semaine, c'était plaisir d'entendre sur la hauteur le bruit des fouets, le craquement de la toile et le diahu des aides-meuniers. Le dimanche, nous allions au moulin par bande. Là-haut, mes meuniers payaient le muscat. Les meunières étaient belles comme des reines, avec leurs fichus de dentelle et leurs croix d'or. Moi, j'apportais mon fifre, et jusqu'à la noire nuit, on dansait des farandoles. Ces moulins-là, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse de notre pays. Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarascon. Tout beau, tout nouveau. Les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé aux minotiers, et les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage. Pendant quelque temps, ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte, et l'un après l'autre pécaille. Ils furent tous obligés de fermer. On ne vit plus venir les petits ânes. Les belles meunières vendirent leurs croix d'or, plus du muscat, plus de farandoles. Le mistral avait beau souffler, les ailes restaient immobiles. Puis, un beau jour, la commune fit jeter toutes ses masures à bas et l'on sema à leur place de la vigne et des oliviers. Pourtant, au milieu de la débâcle, un moulin y avait tenu bon et continuait de virer courageusement sur la butte à la barbe des minotiers. C'était le moulin de Maître Cornille, celui-là même où nous sommes en train de faire la veillée en ce moment. Maître Cornille était un vieux meunier vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé pour son état. L'installation des minoteries l'avait rendu comme fou. Pendant 8 jours, on le vit courir par le village, ametant le monde autour de lui et criant de toutes ses forces qu'on voulait empoisonner la Provence avec la farine des minotiers. « N'allez pas là-bas, disait-il. Ces brigands-là, pour faire le pain, se servent de la vapeur qui est une invention du diable. Tandis que moi, je travaille avec le Mistral et la Tramontane, qui sont la respiration du bon Dieu. » Et il trouvait comme cela une foule de belles paroles à louange des moulins à vent, mais personne ne les écoutait. Alors, de mal rage, le vieux s'enferma dans son moulin et vécut tout seul comme une bête farouche. Il ne voulut pas même garder près de lui sa petite fille Vivette, une enfant de 15 ans qui, depuis la mort de ses parents, n'avait plus que son grand au monde. La pauvre petite fut obligée de gagner sa vie et de se louer un peu partout dans les masses pour la moisson, les maniants ou les olivades. Et pourtant, son grand-père avait l'air de bien l'aimer, cet enfant-là. Il lui arrivait souvent de faire ses 4 lieues à pied par le grand soleil pour aller la voir aux masses ou aller travailler, et quand il était près d'elle, il passait des heures entières à la regarder en pleurant. Dans le pays, on pensait que le vieux meunier, en renvoyant Vivette, avait agi par avarice. Et cela ne lui faisait pas honneur de laisser sa petite fille ainsi traîner d'une ferme à l'autre, exposée aux brutalités des Weiles et à toutes les misères des jeunesses en condition. On trouvait très mal aussi qu'un homme du renom de Maître Cornille, et qui jusque-là s'était respecté,
s'en alla maintenant par les rues comme un vrai bohémien, pieds nus, le bonnet troué, la taillole en lambeaux. Le fait est que le dimanche, lorsque nous le voyions entrer à la messe, nous avions honte pour lui, nous autres, les vieux. Et Cornille le sentait si bien qu'il n'osait plus venir s'asseoir sur le banc d'œuvre. Toujours il restait au fond de l'église, près du bénitier, avec les pauvres. Dans la vie de Maître Cornille, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Depuis longtemps, personne au village ne lui portait plus de blé, et pourtant les ailes de son moulin allaient toujours leur train comme devant. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier poussant devant lui son âne chargé de gros sacs de farine. « Bonne vin pour Maître Cornille !» lui criaient les paysans. « Ça va donne toujours la meunerie. »« Toujours, mes enfants !» répondait le vieux d'un air gaillard. « Dieu merci, ce n'est pas l'ouvrage qui nous manque. » Alors, si on lui demandait d'où diable pouvait venir tant d'ouvrages, il se mettait un doigt sur les lèvres et répondait gravement « Motus, je travaille pour l'exportation. Jamais on n'en put tirer davantage. » Quant à mettre le nez dans son moulin, il n'y fallait pas songer. La petite vivette elle-même n'y entrait pas. Lorsqu'on passait devant, on voyait la porte toujours fermée, les grosses ailes toujours en mouvement, le vieil âne broutant le gazon de la plateforme et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre et vous regardait d'un air méchant. Tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser de monde. Chacun expliquait à sa façon le secret de Maître Cornille, mais le bruit général était qu'il y avait dans ce moulin-là encore plus de sacs d'écus que de sacs de farine. À la longue, pourtant, tout se découvrit. Voici comment. En faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Au fond, j'en fus pas fâché, parce qu'après tout, le nom de Cornille était un honneur chez nous. Et puis, ce joli petit passereau de vivette m'aurait fait plaisir à voir trotter dans ma maison. Seulement, comme nos amoureux avaient souvent occasion d'être ensemble, je voulus, de peur d'accident, régler l'affaire tout de suite, et je montai jusqu'au moulin pour en toucher 2 mots au grand-père. Ah, le vieux sorcier. Il faut voir de quelle manière il me reçut. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Je lui expliquai mes raisons tant bien que mal à travers le trou de la serrure. Et tout le temps que je parlais, il y avait ce coquin de chat maigre qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête. Le vieux ne me donna pas le temps d'en finir et me cria fort malhonnêtement de retourner à ma flûte. Que si j'étais pressé de marier mon garçon, je pouvais bien aller chercher des filles à la minoterie. Pensais que le sang me montait d'entendre ces mauvaises paroles. Mais j'eus tout de même assez de sagesse pour me contenir, et laissant ce vieux fou à sa meule, je revins annoncer aux enfants ma déconvenue. Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire. Ils me demandèrent, comme une grâce, de monter tous deux ensemble au moulin pour parler au grand-père. Je n'eus pas le courage de refuser, et prout, voilà mes amoureux partis. Tout juste comme ils arrivaient là-haut, Maître Cornille venait de sortir. La porte était fermée à double tour, mais le vieux bonhomme, en partant, avait laissé son échelon dehors, et tout de suite l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre, voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Chose singulière, la chambre de la meule était vide. Pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre farine au mur ni sur les toiles d'araignée. On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embaume dans les moulins. L'arbre de couche était couvert de poussière et le grand chat maigre dormait dessus. La pièce du bas avait le même air de misère et d'abandon. Un mauvais lit, quelques guenilles, un morceau de pain sur une marche d'escalier, et puis dans un coin 3 ou 4 sacs crevés d'où coulaient des gravats et de la terre blanche. C'était là le secret de Maître Cornille. C'était ce plâtras qu'il promenait le soir par les routes pour sauver l'honneur du moulin et faire croire qu'on y faisait de la farine. Pauvre moulin, pauvre Cornille. Depuis longtemps, les minotiers leur avaient enlevé leur dernière pratique. Les ailes viraient toujours, mais la meule tournait à vide. Les enfants revinrent tout en larmes me conter ce qu'ils avaient vu. J'eus le cœur crevé de les entendre. Sans perdre une minute, je courus chez les voisins. Je leur dis la chose en 2 mots, et nous convînmes qu'il fallait sur l'heure porter au moulin Cornille et tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait. Tout le village se met en route, et nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargés de blé. Du vrai blé, celui-là. Le moulin était grand ouvert. Devant la porte, Maître Cornille, assis sur un sac de plâtre, pleurait, la tête dans ses mains. Il venait de s'apercevoir en rentrant que pendant son absence, on avait pénétré chez lui et surpris son triste secret.
Pauvre de moi, disait-il. Maintenant, je n'ai plus qu'à mourir, le moulin est déshonoré. Et il sanglotait à fendre l'âme, appelant son moulin par toutes sortes de noms, lui parlant comme à une personne véritable. À ce moment, les ânes arrivent sur la plateforme et nous mettons tous à crier bien fort comme au beau temps des meuniers. « Ouais, du moulin! Ouais, maître Cornille !» Et voilà les sacs qui s'entassent dans la porte et le bon grain roux qui se répand par terre de tous côtés. Maître Cornille ouvre des grands yeux. Il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main et il disait, riant et pleurant à la fois, « C'est du blé, Seigneur Dieu, du bon blé. Laissez-moi que je le regarde. » Puis se tournant vers nous, « Ah, je savais bien que vous me reviendriez. Tous ces minotiers sont des voleurs. Nous voulions l'emporter en triomphe au village. Non, non, mes enfants, il faut avant tout que j'aille donner à manger à mon moulin. Pensez donc, il y a si longtemps qu'il ne s'est rien mis sous la dent. » Nous avions tous des larmes dans les yeux de voir le pauvre vieux se démener de droite et de gauche, éventrant les sacs, surveillant la meule, tandis que le grain s'écrasait et que la fine poussière de froment s'envolait au plafond. C'est une justice à nous rendre. À partir de ce jour-là, jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer d'ouvrage. Puis un matin, maître Cornille mourut, et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer pour toujours cette fois. Cornille mort, personne ne prit sa suite. Que voulez-vous, monsieur? Tout a une fin en ce monde. Il faut croire que le temps des moulins à vent était passé, comme celui des coches sur le Rhône, des parlements et des jaquettes à grandes fleurs.